En période de troubles politiques ou sanitaires, la réflexion sur le rôle de l'État s'impose comme nécessaire. C'est ce que pensait Spinoza, qui écrit entre 1670 et 1677 deux traités politiques qui soulèvent une question cruciale. L'État peut-il réconcilier le maintien de la liberté et l'exigence de sécurité ? Un État dont le salut dépend de la loyauté de quelques personnes et dont les affaires, pour être bien dirigées, exigent que ceux qui les mènent veuillent agir loyalement, n'aura aucune stabilité. Pour qu'il puisse subsister, il faudra ordonner les choses de telle sorte que ceux qui administrent l'État, qu'ils soient guidés par la raison ou mus par une affection, ne puissent être amenés à agir d'une façon déloyale ou contraire à l'intérêt général. Et peu importe à la sécurité de l'État quels motifs intérieurs ont les hommes de bien administrer les affaires, pourvu qu'en fait, ils les administrent bien. La liberté de l'âme, en effet, c'est-à-dire le courage, est une vertu privée. La vertu nécessaire à l'État est la sécurité. Un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre. Il mobilisera plus de 100 000 policiers et gendarmes. Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Cette attestation sera obligatoire. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais d'en appeler à la responsabilité de tous. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais de montrer un civisme collectif pour surmonter la crise. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais s'il le faut, nous le ferons. Restez chez vous. Bonjour Céline Hervé. Bonjour Adèle. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Je suis chez moi. La liaison peut être difficile. On va faire notre maximum. Je suis ravie en tout cas de parler de Spinoza avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut dire que lorsque Christophe Castaner, le 16 mars 2020, énonce les mesures à respecter pour protéger les citoyens français du Covid-19 et ainsi éviter l'engorgement des hôpitaux, il est fidèle au texte de Spinoza qui affirme que la vertu nécessaire à l'État, c'est la sécurité. Eh bien, on voit évidemment la difficulté qu'il y a à prendre une telle décision et la façon dont elle est assortie d'un nombre de contraintes extrêmement importantes avec ces attestations, ce contrôle évidemment extrêmement accru. Malgré tout, j'aurais envie peut-être de défendre avec Spinoza l'idée que la vertu d'un État, c'est-à-dire sa puissance, c'est d'abord sa stabilité, sa durabilité. Et cette stabilité, on s'aperçoit que avec des citoyens en mauvaise santé, exposés à des risques indus qui pourraient être évités, on voit bien que cette puissance, cette sécurité des citoyens, elle est remise en cause à partir du moment où leurs fonctions tout simplement biologiques, sont menacées par un risque sanitaire dont on connaît les conséquences extrêmement délétères. D'ailleurs, si on lit précisément le texte de Spinoza qui a ouvert cette émission, la dernière phrase, c'est certes la vertu nécessaire à l'État et la sécurité, mais elle est précédée d'une autre phrase, la liberté de l'âme en effet, c'est-à-dire le courage, est une vertu privée. Déjà, il distingue deux vertus, la vertu privée et la vertu de l'État, ce qui montre bien que la sécurité ne s'oppose pas à la liberté, dans ce texte, on va en préciser le contexte, mais qu'elle ne se situe pas au même endroit. Pour que la liberté de l'âme de chaque citoyen puisse avoir lieu, il faut que l'État, lui, assure la sécurité. Absolument. L'idée étant ici de préserver les corps, de les soustraire à un risque dont j'évoquais le caractère délétère, pour permettre à l'âme, pour permettre à la mens, ici à l'esprit, plutôt chez Spinoza, au fond d'exercer ses propres fonctions. Pour permettre à l'esprit de penser, il faut que le corps soit déchargé de ce risque, de ce danger, puisque on sait que chez Spinoza, ce qui a lieu dans le corps se traduit sur le plan de l'esprit, que les deux ne sont pas dissociables. Il y a une unité entre ce qui relève du corps et ce qui relève de l'esprit ou de l'âme. Reste à savoir si la liberté, pour autant, n'a
pas de place au sein de l'État, c'est uniquement prise en compte par Spinoza du point de vue individuel. C'est ce qu'on va creuser aujourd'hui. Alors, Céline Hervé, vous êtes maître de conférence en histoire de la philosophie moderne et en philosophie morale et politique à l'université de Picardie Jules Verne. On vous doit un ouvrage très utile sur Spinoza, de l'imagination à l'entendement, la puissance du langage chez Spinoza, aux éditions Classique Garnier, dans lequel vous insistez notamment sur l'importance de la délibération en démocratie à travers les écrits de Spinoza. Ce Spinoza politique, il est moins connu que celui de l'éthique, et pourtant, ses réflexions sur l'État sont absolument passionnantes et je dois dire assez convaincantes, même plus de 3 siècles plus tard, non ? Absolument. C'est une réflexion sur l'État qui est extrêmement originale, qui vient s'ancrer d'ailleurs dans les premiers écrits, y compris dans le prologue du traité de la réforme de l'entendement. La philosophie de Spinoza est éminemment politique, elle évolue, elle prend différents accents au fil des œuvres. Néanmoins, ce qu'on lit dans le traité politique, qui est le dernier grand œuvre, alors inachevé, et publié à titre posthume de Spinoza, est déjà en germe dans le traité théologico-politique de 1670 et plus encore dans les parties centrales de l'éthique, ce qu'on appelle les parties centrales, les parties 3 et 4, qui traitent des affects et de la servitude que l'on peut éprouver en étant dominé par des affects passifs, des passions. Oui, on verra comment il prend en compte la question des passions dans sa réflexion politique. Vous avez cité les 2 ouvrages qui vont nous être utiles aujourd'hui. Alors d'abord, le traité théologico-politique, qu'on peut appeler le TTP, qui est écrit en 1670 et dans lequel il affirme que le but de l'État, c'est de garantir la liberté des citoyens. 7 ans plus tard, le traité politique, donc en 1677, au contraire, insiste sur la sécurité. Et c'est pas une contradiction. Il faut préciser ici que ce qui s'est passé en 7 ans dans l'État de Hollande dans lequel vit Spinoza est politiquement désastreux et c'est pour cela qu'il change son discours. Peut-être rappelez-nous ce contexte, Céline Hervé. Oui, tout à fait. Alors, entre 1670 et, on suppose, autour de 1677, un peu avant, lorsque Spinoza écrit le traité politique, les positions se sont radicalisées au sein notamment de la République de Hollande. En 1672, en particulier, a lieu un événement qui va beaucoup marquer Spinoza, qui se déroule à la faveur d'une invasion de la Hollande par les troupes de Louis XIV. Un événement donc qui va consister pour la foule, donc les habitants des Provinces-Unies, à lyncher les 2 frères de Witt, donc qui représentent, l'un des 2 frères était aux commandes de l'État, mais qui représente le parti républicain, disons plus libéral, par opposition à ce que prônait le parti orangiste, donc qui défendait l'idée d'une monarchie absolue dans les Provinces-Unies, avec cette alliance avec les calvinistes, l'Église réformée, pour un pouvoir fort qui donne une place éminente à l'Église calviniste. Et donc la foule va prendre le parti de la Maison d'Orange, aidée en cela par tout un travail de propagande d'une certaine manière. Elle est aiguillonnée par ce qui se déroule dans les églises, les églises calvinistes. Donc il y a toute une atmosphère de fanatisme au fond religieux et cette alliance surtout qui est extrêmement délétère entre la Maison d'Orange et l'Église calviniste. Et c'est ce qui pousse ces foules à lyncher, à se déchaîner contre les représentants d'une république libérale qui laisse libre cours à la liberté de philosopher, la liberté de parole qui lui est indissociable. Oui, c'est toujours en période de troubles politiques que la question de la liberté semble être mise à mal, au profit d'ailleurs de la sécurité, et c'est pour ça que ces textes sont passionnants. Je vous propose qu'on remonte justement au premier traité de Spinoza, le traité théologico-politique qui paraît en 1670. Il est officiellement condamné par la cour de Hollande 4 ans plus tard, en même temps que le Léviathan de Hobbes, qui lui paraissait pourtant en 1651. Et c'est intéressant de faire la comparaison entre ces 2 traités, parce que tous les 2, justement, essayent de réfléchir au rôle de l'État en temps de troubles politiques. Et la solution que propose Hobbes, à savoir l'institution d'un État qui va permettre à l'homme de juguler son état de nature, n'est pas celle que va suivre Spinoza.
Pas du tout, en effet. C'est d'ailleurs rétrospectivement ce que Spinoza précisera à son ami et correspondant Yari Gielles dans une lettre de 1674, donc après avoir écrit le TTP. Il lui dira au fond que ce qui le distingue de Hobbes, c'est que lui, dans sa politique, en tout cas sa pensée politique, ne met jamais fin au droit naturel. Il n'y a aucun passage entre un état de nature où le droit naturel, c'est-à-dire la puissance de chacun sur toute chose, serait au fond terminé, devrait laisser place à un droit civil et un état de droit qui jugulerait les risques au fond de laisser libre cours au droit naturel, à savoir une violence, une guerre de tous contre tous et de chacun contre chacun. Pour Spinoza, il n'y a pas de rupture, pas de transformation, rien qui vient transcender au fond cette naturalité affective vers un état qui assumerait le droit de tous, qui représenterait la puissance de chacun, qui la concentrerait au fond. Mais au contraire, le droit naturel se poursuit, se continue toujours, y compris lorsque l'on vit en société, lorsque l'on vit dans le cadre d'un état de droit. Le texte auquel vous faites référence est celui-ci. Vous me demandez quelle différence il y a entre Hobbes et moi quant à la politique. Cette différence consiste en ce que je maintiens toujours le droit naturel et que je n'accorde dans une cité quelconque de droit au souverain sur les sujets que dans la mesure où, par la puissance, il l'emporte sur eux. C'est la continuation de l'état de nature. Autrement dit, le rôle de l'État n'est pas de changer la nature humaine, ni d'essayer de l'atténuer, parce que celle-ci serait extrêmement violente, mais au contraire, de prendre en compte cet état de nature-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction, que la politique est le prolongement d'un certain état de nature. Peut-être qu'on peut le comprendre comme ça? Oui, on peut tout à fait le comprendre comme ça. Il n'y a plus... en tout cas, tel que c'est énoncé dans la dernière manière, au fond de la politique spinoziste, le traité politique, il n'y a plus de moment fondateur qui correspondrait à un pacte, à un contrat, où l'on passe, encore une fois, d'un état à un autre, où l'on passe d'un état pré-juridique, pré-social, nécessairement conflictuel et meurtrier, dont il faut absolument sortir, à un état de droit absolument pacifié, où tous les conflits se sont tus, où il n'y a plus qu'un chef qui assume la personne des individus réunis dans le corps politique. Ce corps politique, chez Hobbes, il s'identifie idéalement à un monarque. Hobbes est vraiment un partisan de la monarchie comme expression de l'état de droit, comme régime qui correspondrait à un état de droit le plus sûr, le plus stable. Alors que chez Spinoza, le régime le plus naturel, le plus adéquat, c'est la démocratie. Et c'est ce qu'il explique dès le TTP, et notamment dans le chapitre 20, en préparant déjà le terrain à ce qu'on verra dans le traité politique, à savoir cette figure du régime démocratique qui est au fond l'étalon maître de tout État le meilleur. Chaque régime, en tout cas, que Spinoza va décrire, le régime monarchique, puis le régime aristocratique, et il s'arrêtera au tout début de l'exposition qu'il fait du régime démocratique. Chacun de ces régimes types contient des éléments qui renvoient à une pratique démocratique du pouvoir, y compris lorsqu'il est question donc de l'exercice du pouvoir par un roi, par un monarque. On voit le roi dans tous les dispositifs institutionnels que Spinoza envisage, on voit le roi toujours plus entouré de conseillers qui eux-mêmes doivent discuter les uns avec les autres. Un conseil du roi qui est là encore délimité par d'autres contre-pouvoirs, d'autres types d'assemblées, de petites assemblées délibérantes. Et toutes ces pratiques démocratiques qui s'identifient au fond à la délibération et à la discussion, on les retrouve également dans l'aristocratie avec le rôle qui est conféré au Sénat, par exemple. Donc voilà, la démocratie, en tant que régime le plus naturel, le plus conforme à la nature humaine, se voit conférer un rôle archétypal qui permet d'évaluer la stabilité et l'absoluité, donc la solidité de l'État. Ce qu'il y a d'absolument passionnant dans les réflexions de Spinoza sur l'État et dans les deux traités, c'est cette volonté de prendre en compte la nature humaine pour ce qu'elle est.
En d'autres termes, si on prend par exemple le TTP, le traité théologico-politique, donc écrit en 1670, le premier des deux traités dont nous parlons aujourd'hui, dans les 5 derniers chapitres, il aborde vraiment la partie politique à partir d'une théorie du contrat social, et il explique que les hommes qui ont donné le pouvoir au souverain par un contrat originaire, afin qu'il les protège contre de la nature humaine, mais aussi des autres hommes, mais aussi des propres passions, eh bien finalement ce contrat n'est pas complètement efficace dans la mesure où ces passions qu'il vise à réguler survivent au pacte. En d'autres termes, le citoyen que pense Spinoza, mais aussi le gouvernant, sont des hommes qui sont eux-mêmes en prise, en proie à des affects, à des passions. Alors toute la question est de savoir de quelle manière est-ce que l'État va pouvoir mettre ces passions de son côté, non pas les brimer, non pas les empêcher, mais les injecter dans la vie politique pour que l'État puisse se nourrir aussi de ces passions. Oui, absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est présent de manière extrêmement vigoureuse dès le TTP, à travers ce plaidoyer qui n'a rien de quelque chose de moralisateur et d'un peu béat, mais un plaidoyer pour la liberté de philosopher qui est indissociable de la liberté de parole. Et Spinoza dit qu'au fond, il n'y a pas d'État plus violent qu'un État qui empêcherait un citoyen de bonne volonté, de bonne composition, de proposer des améliorations quant à la politique de l'État. Et qu'au fond, la liberté de parole, de proposition, et la possibilité de réfléchir sur le bien commun, cette liberté-là, elle doit absolument survivre au sein de l'État de droit, au sein de l'État, et elle doit trouver des exutoires, non pas seulement des institutions qui seraient le prétexte à une libre expression dont on ne tiendrait pas compte, mais des exutoires institutionnels où l'expression des opinions trouve une audience et trouve une forme de canalisation, non pas seulement pour calmer les esprits, pour canaliser les masses, mais pour simplement apporter quelque chose au bien commun et envisager l'utilité commune par tous les aspects possibles. J'aimerais bien que l'État arrête de dire tout et tout son contraire. Voilà. La situation, elle n'a pas été anticipée du tout. Il va falloir arrêter de nous prendre pour des couillons. Une fois que la crise sera terminée, il y aura des comptes à rendre. Au niveau des masques, on nous dit depuis le début, les masques, vous en avez besoin uniquement si vous êtes malade. Sauf qu'en France, on ne fait aucun test. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection à une crise sanitaire en raison d'une décision qui a été prise il y a 9 ans. Tout le monde doit rester chez soi. Par contre, il y a un matin, M. Macron, faut tous aller au boulot, faut que le pays continue de tourner. Donc vous allez m'expliquer comment les gens qui sont tout ce qui est éboueurs, les agents de police qui font des contrôles, tous ceux qui travaillent dans le bâtiment, qui transpirent en travaillant et tout, eux ils n'ont pas de masque, ils doivent bosser. Là il me reste une vingtaine de masques peut-être, sachant que je vois une quinzaine de patients par jour. Voilà, donc je tiens 24 heures. Février, tous les spécialistes, tous les porte-paroles, c'est une grippette. Les masques, ça sert à rien. Si ça, c'est pas du mensonge médical, je sais pas ce que c'est. Et je vous le dis aujourd'hui, rien n'a été prévenu, préparé. Nous sommes un des pays qui a le moins réagi. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Spinoza cette semaine. Aujourd'hui, du rôle de l'État. Celui-ci doit-il assurer la sécurité ou la liberté? Spinoza s'est posé la question. On essaie d'examiner ses réponses aujourd'hui avec Céline Hervé. Les archives que l'on vient d'entendre, Céline Hervé, datent de fin mars. On y entend de plus en plus de Français qui s'indignent de la manière dont le gouvernement a géré la crise du Covid jusqu'à présent, notamment en ce qui concerne les masques. Alors, on a dit que le souci de Spinoza était de prendre en compte l'expression passionnelle aussi des individus. L'indignation est un affect qui se transforme, dit-il, en réaction à un pouvoir que les citoyens jugent abusif, voire tyrannique, qui peut même conduire jusqu'à son renversement. Or, en même temps, Spinoza indique que les citoyens doivent obéir aux obligations de l'État de manière à ce que le pays tienne bon. Alors, la question se pose, quand est-ce que l'indignation contre l'État est légitime? Et l'est-elle aujourd'hui, du point de vue spinoziste? Alors cet affect d'indignation, il est extrêmement puissant au sein du corps politique. Déjà, en tant qu'affect, il est soumis à cette loi de limitation affective qu'on trouve exposée très précisément dans l'éthique, dans la proposition 27 de la troisième partie. L'indignation repose sur cette manière dont les affects peuvent transiter d'un individu à un autre. J'évoquais évidemment le terme de contagion qui est évidemment tout à fait de saison actuellement. Oui. Cette loi de limitation des affects, qu'on a appelé aussi le mimétisme affectif, elle se formule ainsi dans la troisième partie, proposition 27, de ce que nous imaginons une chose semblable à nous et que nous n'avons poursuivi d'aucun affect,
affectés d'un certain affect, nous sommes par là même affectés d'un affect semblable. Alors c'est une loi qui est en apparence assez simple, mais qui fonde une transitivité des affects au sein du monde social. Et on n'a même pas besoin, au fond, d'aimer la personne qui éprouve, par exemple, une sorte de désespoir, de souffrance, pour souffrir avec elle et pour réagir face au sort qui lui est fait. Il suffit simplement que cette chose soit semblable à nous. Autrement dit, c'est parce que nous partageons des traits communs avec les autres individus, les autres hommes, que nous pouvons éprouver en nous un affect qui va nous amener à une tristesse face au sort qui lui est fait. En partageant un certain nombre de traits communs avec ces autres choses, avec ces choses semblables à nous que sont les autres hommes, nous pouvons éprouver un certain type d'affect et l'indignation en est un exemple. Voir une partie peut-être de la population recevoir un sort indigne peut précisément susciter en nous des sentiments de colère, et c'est en cela que consiste le ressort de l'indignation. Oui, mais dans quelle mesure cette indignation, enfin à partir de quand cette indignation contre l'État est-elle légitime selon Spinoza? Lorsque cet État devient violent, et là on le voit évidemment dans l'archive que vous avez diffusée, lorsque cet État voit sa puissance, au fond sa vertu, qui reposait, on a dit au début, dans la capacité à assurer la sécurité de ses citoyens, lorsque cette puissance est contestée, est remise en cause rationnellement, au fond, avec des arguments qui exhibent les contradictions du discours politique, par exemple. Alors, dans quelle mesure est-ce que l'État peut à la fois assurer la sécurité sans contraindre de force et donc sans restreindre les libertés de ses sujets? Pour comprendre la réponse qu'apporte Spinoza à cette question, il faut revenir un instant, même si c'était le sujet de l'émission d'hier, sur sa conception de la liberté. Au fond, qu'entend-on par liberté lorsqu'on dit que l'État doit aussi garantir la liberté des citoyens? Eh bien, il faut savoir que pour Spinoza, la liberté, c'est en démocratie, comme d'ailleurs de manière individuelle, c'est ce qu'il écrit dans l'Éthique, c'est la possibilité de suivre la voie de la raison. Est libre celui qui suit la voie, VOIX, de la raison et qui donc vit sous une conduite rationnelle et non pas simplement passionnelle. Oui, tout à fait. Celui qui suit la raison est cause adéquate de sa propre action et ne subit pas. En tout cas, il subit le moins possible, parce qu'on n'est jamais totalement libre, même de ce point de vue chez Spinoza. On est toujours traversé, modifié par les rencontres que l'on effectue avec les choses extérieures, et en particulier les autres hommes. Mais en effet, c'est la manière de suivre, au fond, le déroulement nécessaire d'une causalité dont on serait à l'origine, au fond. C'est être cause adéquate de son action, qu'être libre pour Spinoza, suivre la voie de la raison. Vous dites la voie VOIX, on peut aussi parler de voie VOIE, ouais. Voilà, le chemin de la raison, en étant le moins possible perméable aux passions, c'est-à-dire aux affects négatifs, aux affects qui sont des diminutions de notre puissance d'agir et de notre puissance de penser. Être libre, au fond, c'est être puissant finalement, et pouvoir produire un ensemble d'actions et agir le plus possible sur le monde qui nous entoure. Et non pas être ballotté finalement entre une cause et une autre, en étant comme une sorte de petit bouchon sur l'océan, sans arrêt, en balançant d'une cause à une autre, au gré des rencontres que nous faisons des choses extérieures. Voilà, par suite, plus un homme vit sous la conduite de la raison, écrit Spinoza, c'est-à-dire plus il est libre, plus constamment il observera les lois de la cité, et il se conformera aux injonctions du souverain dont il est le sujet, comme si finalement la voie de la raison était celle à suivre pour être aussi un bon citoyen. Mais dans quelle mesure, je vous repose la question, enfin je la pose à Spinoza, mais c'est vous qui en êtes le porte-parole aujourd'hui, dans quelle mesure est-il du rôle de l'État que d'éduquer le citoyen à agir rationnellement? C'est une drôle de conception de l'État. Est-ce que c'est sa fonction au fond? Alors la fonction de l'État n'est pas d'éduquer ou de rééduquer le citoyen pour le faire vivre sous la conduite de la raison. Son rôle serait de laisser la possibilité à tout homme qui entend, qui s'exerce à suivre la voie de la raison, lui permettre de le faire sans être parasité par la crainte, sans être parasité par des causes extérieures qui l'affaiblissent, qui entravent cette puissance qu'il a, cette manière de devoir suivre la voie de la raison
que tout un chacun possède. Alors Spinoza n'est pas du tout sur ce plan-là idéaliste. Il sait que la plupart des êtres humains, et y compris d'ailleurs le sage, la plupart des êtres humains sont travaillés par leur passion, ne serait-ce que parce qu'ils vivent ensemble, ne serait-ce que parce qu'ils sont, comme il l'exprime dès le traité de la réforme de l'entendement, des parties de la nature. Nous ne sommes pas des êtres clos sur nous-mêmes, nous ne sommes pas des, je reprends cette expression de Norbert Elias, d'homo clausus, nous ne sommes pas des hommes clos sur nous-mêmes, des individus qui sont étanches, étrangers à ce qui se passe autour de nous. Nous sommes, encore une fois, traversés, modifiés en permanence par les autres parties de la nature que sont les choses semblables à nous, donc les hommes que nous rencontrons, auxquels nous avons affaire en permanence dans notre vie quotidienne, qui est une vie commune, au fond, une vita communis, une vie avec les autres, au sein d'une multitude d'êtres. Nous avons défini ce qu'est la liberté dans un État pour Spinoza, à savoir avoir la possibilité de vivre selon la raison. Définissons ce que signifie la sécurité précisément, parce que pour Spinoza, la sécurité n'est pas simplement l'absence de conflit ou l'absence de guerre, mais c'est aussi ce qu'il appelle la paix de l'âme. Différence entre sécurité et paix, la première est-elle la condition de la seconde? Voici un extrait du traité politique lu par Éric Herson-Macquarel. Si, dans une cité, les sujets ne prennent pas les armes parce qu'ils sont sous l'empire de la terreur, on doit dire non que la paix y règne, mais plutôt que la guerre n'y règne pas. La paix, en effet, n'est pas la simple absence de guerre. Elle est une vertu qui a son origine dans la force de l'âme. Car l'obéissance est une volonté constante de faire ce qui, suivant le droit commun de la cité, doit être fait. Une cité, faut-il dire encore, où la paix est un effet de l'inertie des sujets conduits comme un troupeau et formés uniquement à la servitude, mérite le nom de solitude plutôt que celui de cité. Quand nous disons que l'état le meilleur est celui où les hommes vivent dans la concorde, j'entends qu'ils vivent d'une vie proprement humaine, d'une vie qui ne se définit point par la circulation du sang et l'accomplissement des autres fonctions communes à tous les autres animaux, mais principalement par la raison, la vertu de l'âme et la vie vraie. Quel texte magnifique, Céline Hervé, très court et très efficace, déjà parce qu'il permet de formuler ce que Spinoza appelle l'état le meilleur, vous nous direz dans un instant à quoi il fait référence, mais aussi parce qu'il y a bien ce souci de montrer que l'absence de guerre, ce qu'on pourrait appeler la paix, ne suffit pas si elle a pour conséquence de transformer les citoyens en une masse inerte, comme un troupeau, dit-il, uniquement formé à la servitude. Et qu'au fond, finalement, il y a quelque chose de plus enviable que l'absence de guerre, contrairement d'ailleurs peut-être à ce que pense Hobbes, c'est justement une vie politique peut-être passionnée, peut-être passionnelle, et donc faite d'indignation et de contradictions, mais qui ressemble à une vie proprement humaine. Le fait qu'ils prennent en considération ce que c'est qu'une vie proprement humaine rend ces écrits politiques vraiment passionnants, sans mauvais jeu de mots. Oui, tout à fait. C'est un texte absolument magnifique qui déroule un certain nombre de concepts. C'est extrêmement dense également. Mais je dirais que ce qu'on peut dégager ici, c'est qu'il y a deux manières d'obéir au fond. Deux manières d'obéir aux décrets, aux commandements de l'État, et deux manières d'obéir qui ne se valent pas. Ce qui va invalider la thèse d'un État qui serait d'autant plus solide et d'autant plus stable qu'il parviendrait à contraindre ses sujets, au fond, peu importe de la manière employée. On peut obéir en effet par la crainte, ici la terreur, c'est encore plus fort, en étant découragé d'exprimer quelque dissensus que ce soit,
ou bien on peut obéir par une sorte d'adhésion du cœur, au fond, une adhésion du cœur qui reposerait non pas sur la crainte ou sur la terreur, mais sur l'espoir d'un bien plus grand, au fond. Autre aspect aussi de ce texte, c'est que il oppose, à travers ces deux formes d'obéissance, une forme dégradée de sociabilité, qui consiste en fait à vivre comme un troupeau finalement, et au fond dans une sorte d'atomisation des individus qui seraient coupés les uns des autres, de sujets que l'on diviserait pour mieux régner. Donc ça serait une forme dégradée de sociabilité, une forme d'État qui d'ailleurs préfigure ce qu'on pourra lire plus tard sous la plume de George Orwell dans la description d'États totalitaires du XXe siècle. Donc une forme dégradée et une forme positive au fond qui n'est pas exempte de passion, bien au contraire, mais une forme positive qui s'éprouve dans la concorde. Et cette concorde, il faut vraiment la prendre au sens étymologique du terme, c'est l'union des cœurs. C'est l'union des cœurs qui se traduirait comment? Et au fond par une solidarité, tout simplement. Une solidarité qui vienne, au fond, supplanter ce que Spinoza appelle cette solitude. Alors, c'est un très très beau concept ici, c'est vraiment un concept, pas seulement un terme comme ça qui n'aurait qu'un seul sens. Une solitude ici que l'on traduit aussi parfois par donc le terme solitudo, qu'on traduit parfois par le mot désert. C'est un état où les citoyens obéissent sans maudire, en obtempérant, sans jamais opposer de résistance parce qu'ils sont pétris par la crainte. Cet état-là, c'est un désert, c'est-à-dire au siècle classique, quand on parle de solitude, de désert, on entend à la fois un état de l'âme, la solitude, et un lieu où cet état de l'âme s'exprime, c'est-à-dire un lieu déserté de ses habitants. Et au fond, l'état despotique ici, dont il est question, en défaisant ces liens de solidarité, en esselant les individus, en les isolant, devient un désert, c'est-à-dire qu'il n'est même plus habité, il n'est même plus animé par cet espoir conçu ensemble d'un bien commun et d'un avenir meilleur. Chaque individu ici, d'une certaine manière, il est pour Spinoza, et c'est pour ça que la solitude, cette vie de solitude, ce désert politique, est un problème, parce que chaque individu est lui-même, au fond, une multitude, au sens où, comme je le disais tout à l'heure, il est traversé en permanence, affecté par sa rencontre, par les heurts, par les confrontations qu'il vit avec les autres individus, avec les choses extérieures. Et ces choses extérieures, elles peuvent nous nuire, mais elles sont aussi ce qui nous permet de subsister. Mais n'est-ce pas l'ironie de la situation que nous vivons actuellement, bien que nous ne vivions pas dans un État totalitaire, précisons-le tout de suite quand même, que de nous réduire, nous autres citoyens qui sommes confinés chez nous, à cet état de troupeau précisément pour survivre, pour faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas engorgés. Nous devons obéir à l'État, nous devons rester chez nous, et on a vraiment l'impression que, comme le dit Spinoza, bien on ne vit plus dans une cité mais dans une solitude. En apparence, on pourrait le penser, en apparence mais pas seulement. Parce qu'au fond, si on s'en tenait au mot d'ordre du confinement, avec la contrainte qui consiste à justifier toute sortie, à empêcher chacun d'entre nous, au fond, de vaquer à ses occupations et à ses plaisirs dans le monde extérieur, en dehors du foyer. Et on sait combien les foyers peuvent être des lieux également de conflits, de violence, ou bien même de solitude terrible. Si on s'en tenait là, en effet, le confinement pourrait très bien renvoyer à une solitude et à une forme de terreur comme ça qui est partagée mais vécue de manière isolée. Mais ce qu'on observe, et c'est là justement que les affects sont plus forts et que les ressources que la multitude contient sont au fond plus puissantes que tout, ce qu'on observe, c'est que cet état de confinement est traversé sans cesse par des solidarités, une sorte d'auto-organisation que l'on voit dans certains quartiers, qui vient tempérer l'isolement, qui peut être, encore une fois, non seulement quelque chose de vécu moralement, mais qui peut aussi être un sort absolument terrible physiquement, biologiquement, avec le retour de la faim, chez les étudiants notamment, chez les familles dans les milieux populaires. Bref, on voit bien qu'il y a des initiatives spontanées, solidaires,
qui viennent, encore une fois, limiter ce que ce confinement pourrait avoir de terrible, au sens où il serait proche d'une solitude vécue dans la terreur et qui divise, atomise totalement les individus et au fond défait le lien social. Et on observe encore une fois que ce lien social, il survit parce qu'il est tissé de l'étoffe des affects, clairement. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit au fond finalement une certaine concorde s'exprimer, une union des cœurs, et parallèlement que les conflits survivent également et constituent une sorte de peut-être de contre-pouvoir, de résistance au discours politique qui, lui, évidemment, est axé sur la contrainte, sur la présence policière, etc., etc. Quel est cet état le meilleur dont parle Spinoza? Il le distingue de l'état de bon droit, c'est celui qui permet aux hommes de vivre ensemble et finalement semble être coercitif, garantir la paix, c'est-à-dire juste l'absence de guerre et pas simplement vivre une vie proprement humaine, comme dit Spinoza. À l'inverse, l'état le meilleur, en garantissant la sécurité, va procurer les conditions nécessaires à l'expression active des citoyens. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une démocratie, n'est-ce pas? Oui, l'état le meilleur, comme je le disais tout à l'heure, il est évidemment inspiré, en tout cas, des pratiques et d'un ensemble d'institutions démocratiques qui est meilleur parce qu'il est le plus adéquat à la nature humaine, au fond. Il ne vient pas entraver ce à quoi tendent les individus, c'est-à-dire vivre en paix, en sécurité. Il ne vient pas entraver cet effort à persévérer dans son être qui se donne à voir chez une multitude d'individus, mais pas forcément toute la multitude, comme un passage à un plus grand degré de puissance. Cet état, le meilleur, ne rend pas les individus impuissants, ne les laisse pas en proie à la crainte et n'entend pas faire d'eux des bêtes ou des automates, donc qui obéissent de manière mécanique, sans adhérer, sans voir au fond le sens que peut avoir cette obéissance. Ce sens étant de vivre une vie pleinement humaine, non pas seulement survivre, exercer ses fonctions biologiques, mais aussi penser, puisque l'homme pense, la pensée étant au fond un propre de l'homme, c'est ce qu'exprime Spinoza notamment au début de la deuxième partie de l'éthique. Alors, comment garantir la participation rationnelle de tous à la gouvernance, on pourra dire? Eh bien, ce n'est pas en misant entièrement sur ce qu'on pourrait appeler un homme providentiel. Écoutez un dernier texte de Spinoza, toujours issu du traité politique, dans lequel il prend en compte cette dimension passionnelle mais aussi rationnelle de l'individu, s'interroge sur la manière de l'associer à la vie politique et surtout montre bien que tout miser sur un seul homme n'est jamais un bon calcul. Si la nature humaine était disposée de telle façon que le plus grand désir des hommes se portât sur ce qui leur est le plus utile, il n'y aurait besoin d'aucun art pour maintenir la concorde et la fidélité. Mais comme il est certain que les dispositions de la nature humaine sont tout autres, l'État doit être réglé de telle sorte que tous, aussi bien ceux qui gouvernent que ceux qui sont gouvernés, fassent de bon ou de mauvais gré ce qui importe au salut commun. C'est-à-dire que tous, de leur propre volonté, ou par force, ou par nécessité, soient contraints de vivre selon les préceptes de la raison. Il en sera ainsi quand les affaires de l'État seront ordonnées de telle façon que rien de ce qui concerne le salut commun ne soit abandonné absolument à la foi d'un seul. Nul, en effet, n'est si vigilant qu'il ne s'endorme quelquefois. Et nul n'a jamais eu l'esprit si puissant et si ferme, d'une trempe telle qu'il n'ait été parfois brisé, et n'ait souffert d'une défaite, alors que l'on avait le plus besoin de force d'âme. Et il est insensé, certes, d'exiger d'un autre ce que nul ne peut obtenir de lui-même, c'est-à-dire qu'il veille au salut d'autrui plus qu'au sien propre, qu'il ne soit ni avide, ni envieux, ni ambitieux, etc. Alors, surtout, qu'il est en proie quotidiennement aux sollicitations de la sensibilité. Que veulent dire ces acclamations?
Ah, Cassius, j'ai peur. Et de quoi? J'ai peur que Jules César... Oui, eh bien. J'ai peur que le peuple ne le proclame roi. Et pourtant, j'aime bien César. Mais pourquoi temporiser ainsi? Qu'avez-vous au juste à me communiquer? Brutus, je ne sais quelle conception les autres se font de cette vie et de leurs conditions, mais pour moi, j'aimerais mieux cesser de vivre que de vivre sous l'arbitraire d'un de mes égaux. Je suis né libre, au même titre que César. Vous aussi. Nous avons été nourris de la même façon que lui. Nous sommes aussi capables que lui de braver le froid de l'hiver et ses intempéries. Et voilà que ce bravache est un dieu, à présent. Et moi, Cassius, un manant que l'on contraint à s'incliner bien dévotieusement jusqu'à terre, si par hasard ce dieu condescend à lui adresser un vague salut de loin. Les hommes font souvent leur destinée eux-mêmes. Si nous sommes asservis, la faute n'en incombe pas à la conjonction des astres, c'est la nôtre, Brutus. César. Qu'y a-t-il donc dans ce César? Pourquoi ce nom retentirait-il plus haut que le vôtre? Honte sur notre temps, Rome a perdu la semence de sa noblesse d'âme. Depuis le déluge, y a-t-on jamais connu un âge qui se soit fait gloire d'un seul homme? Quand, jusqu'ici, a-t-on jamais pu dire que ces hautes murailles n'abritaient qu'un seul homme? France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. César, qu'y a-t-il donc dans ce César? Vous aurez peut-être reconnu la pièce de Shakespeare, Jules César, ici dans une interprétation radiophonique qui date du 4 décembre 1960. Et en effet, les doutes de Brutus et de Cassius qui craignent que Jules César ne soit proclamé roi, eh bien, font écho au texte de Spinoza qui lui-même doute qu'un seul homme puisse venir en aide à tous les hommes pour la simple raison qu'un homme n'est qu'un homme, c'est-à-dire qu'il sera toujours tiraillé entre des passions contradictoires, toujours soumis à l'arbitraire et au hasard de l'existence. Il n'incarnera jamais cette perfection, au fond, qui n'est pas humaine et qui fait fantasmer qu'un seul souverain pourrait venir en aide à tous les autres. Finalement, la figure de Jules César, en tout cas dans cette pièce de Shakespeare, vient illustrer ce que dit Spinoza dans le texte. Céline Hervé. Oui, tout à fait. En effet, l'idée même d'un homme providentiel, pour Spinoza, au fond, n'a aucun sens. Aucun être humain, aucun individu ne peut s'exempter des lois affectives, qui sont des lois de la nature. De la même façon qu'il existe des lois du choc, il existe des lois comme celle que j'ai citée tout à l'heure, qui est évidemment structurelle, de l'imitation affective. Et aucun individu ne peut, au fond, se rendre totalement inaccessible à cet ensemble d'affects qui s'organisent les uns les autres, qui se succèdent les uns aux autres et qui, au fond, viennent sans cesse attaquer cette croyance que l'on pourrait avoir en sa propre exception, en son caractère exceptionnel. Mais est-ce que ce que dit Spinoza s'applique à la République dans laquelle nous vivons? Est-ce qu'un président de la République, qui est quand même dans une structure pyramidale et il se situe à son sommet, rentre dans cet homme providentiel, ou est-ce qu'il ici il fait référence au tyran? Alors, dans ce chapitre qui évoque la monarchie, il est question ici du monarque. Alors on peut toujours parler d'un monarque républicain, mais en effet, s'il fallait faire un lien avec la structure même de l'État français, en tout cas dans lequel nous vivons actuellement, l'idée est que la décision d'un seul homme doit toujours, pour être la plus adéquate possible, être le produit d'une succession de délibérations, de discussions. Au fond, un homme seul décide toujours mal. Réserver
la décision, y compris en temps de guerre, en temps d'urgence, au brio ou à l'intelligence prétendument supérieure d'un seul homme, réserver cette décision à cet individu-là, c'est toujours, au fond, s'exposer, comme vous dites, tout simplement, à l'arbitraire, à l'excès de confiance aussi, et à l'idée que l'on se ferait de son propre destin, de son destin exceptionnel. Donc, laisser un homme seul décider, que ce soit dans une démocratie représentative, mais que ce soit aussi, évidemment, c'est à cela que pense Spinoza, dans une monarchie, et aussi dans une tyrannie, c'est toujours quelque chose de risqué. Et là, au fond, rien sur le principe, sur la structure en tout cas, ne distinguerait une tyrannie d'une démocratie représentative à partir du moment où un homme seul décide. Et on pourrait lire le texte d'une autre manière en se disant que ce que décrit Spinoza ici, en rappelant qu'un homme est toujours un homme, quand bien même il serait roi, président, chef ou autre, et bien que celui-ci aurait tout intérêt, notamment en démocratie, à mettre en avant cette dimension proprement humaine et à ne pas s'effacer sous sa fonction, mais à prendre en compte aussi ses doutes, ses passions et à assumer au fond que pour être un représentant, il n'en est pas moins humain. Il y aurait une conception cette fois-ci proprement humaine même du rôle du gouvernant qu'on pourrait lire entre les lignes ici dans ce texte. Oui, absolument. L'idée ici de rendre saillantes les faiblesses de tout homme. Encore une fois, il a beau être monarque, il n'est qu'un homme, est une sorte d'appel, d'incitation à partager la décision, à en faire un processus collectif. Et là, il faut simplement renvoyer à l'anthropologie spinoziste. Nous sommes, nous hommes et femmes, des parties de la nature. Nous ne sommes pas des tout. C'est-à-dire, nous ne contenons pas en nous-mêmes tout ce dont nous avons besoin pour agir et pour opérer. Nous avons besoin des autres. Et la décision politique, elle doit, de ce point de vue-là, et c'est ce vers quoi tend tout le traité politique, elle doit impliquer un processus collectif qui s'appuie sur la discussion, sur la confrontation du plus grand nombre d'avis possibles, au sens où la décision, encore une fois, elle doit être le plus possible partagée. On doit être le plus nombreux possible à délibérer le plus possible, pour paraphraser un autre aspect de Spinoza. Oui. Et pourtant, dans ce même traité, il affirme « Chaque citoyen, loin d'être son maître, relève de l'État, dont il est obligé d'exécuter tous les ordres et qu'il n'a aucun droit de décider ce qui est juste ou injuste, pieux ou impie. Mais au contraire, le corps de l'État devant agir par une seule âme, et en conséquence la volonté de l'État devant être tenue par la volonté de tous, ce que l'État déclare juste et bon, on le doit considérer comme déclaré tel par chacun. D'où il suit qu'alors même qu'un sujet estimerait iniques les décrets de l'État, il n'en serait pas moins tenu de les exécuter. C'est un appel à l'obéissance que lance ici Spinoza. On est loin de l'expression des mécontentements et des conflits. Alors oui, sachant que, et c'est le projet qui, au fond, rassemble tous les éléments du traité politique, l'enjeu est de maintenir un État stable. Rien n'est plus dangereux qu'un État instable qui est faible, qui est affaibli, qui court vers sa ruine. Et en effet, l'obéissance de chacun est une garantie de stabilité pour l'État. Sauf que cette obéissance, elle n'est pas quelque chose qui se décrète. Elle doit recevoir, au sein de chacun d'entre nous, une forme d'adhésion, de consentement, sinon, en effet, on retombe dans cette forme d'obéissance absolument passive et craintive qui, au fond, affaiblit l'État, puisque ce que l'on réprime à travers le fait de faire régner la terreur, ce que l'on réprime, ça reviendra de toute façon. C'est-à-dire, ça va ressurgir dans des moments de flottement, d'incertitude, des moments de guerre, des moments d'urgence, sanitaire, je ne sais pas. Donc, ce que l'on réprime, ce que l'on essaye de briser, au fond, c'est quelque chose d'irrépressible. Il y a un noyau dur affectif qui ne peut pas être sans cesse brimé, attaqué, sauf à déstabiliser à terme, à ronger au fond la stabilité de l'État qui ne tient que par une obéissance mécanique, une obéissance strictement passive et craintive. Donc il faut susciter affectivement un espoir, au fond, dans l'obéissance. Il faut qu'elle soit articulée à un espoir, à l'idée d'un bien commun, à l'idée peut-être d'un avenir meilleur. L'espoir, l'espérance, c'est précisément un affect extrêmement mobilisateur pour Spinoza.
Merci beaucoup Céline Hervé. On se quittera avec cette importance de l'espoir que vous avez cité. L'obéissance n'est légitime que si elle suscite un espoir pour chacun et pour tous, donc en tant qu'Assemblée des citoyens. Merci beaucoup d'être venu, enfin d'être resté chez vous, mais de nous avoir parlé de la conception de l'État chez Spinoza. Merci à vous. Petit mot gentil, ce petit mot qu'on dit, qui sonne plus que jamais à vos oreilles. En vous il sommeille, voilà qu'il s'éveille, espoir. Il suffit de penser à lui, alors en l'eau tout resplendit, espoir. C'est lui qui pénètre en nos cœurs pour y prolonger le bonheur, espoir. Petit feu par moment voilé, tu allumes le monde entier comme un brasier, espoir. De toi l'on se nourrit, bien mieux que d'un rôti, que belle, belle est donc la vie quand tu fleuris. Ce que j'écris ce soir, tu me séduis, je t'ai choisi, n'est-ce pas toi qui ris ici, si, espoir. Il est prouvé que l'on vit d'espoir, pourquoi monsieur n'en pas avoir? Pourquoi madame ne pas y croire? Tous les jours noirs ont leur lendemain, les grandes histoires ont aussi leur fin. Espoir, ce n'est parfois pas plus long qu'un soir, et ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir. Espoir. 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 Il est prouvé que l'on vit d'espoir. Pourquoi monsieur n'en pas avoir? Pourquoi madame ne pas y croire? Tous les jours noirs ont leur lendemain, les grandes histoires ont aussi leur fin. Espoir, ce n'est parfois pas plus long qu'un soir, mais ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous l'espoir. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, j'évoquais ce que le confinement pouvait faire à l'amour et aux amoureux cloîtrés l'un avec l'autre depuis le lundi 16 mars. De manière générale, on pourrait se demander ce que le confinement fait à ceux qui vivent ensemble, quels qu'ils soient. Colocataires, parents et enfants, frères et sœurs ou que sais-je. Comment vivre avec des personnes que l'on trouve invivables? Tu sais Hubert, si jamais ça va vraiment mal à la maison, tu peux venir habiter ici les fins de semaine. Il me disait tout quand il était petit. Maintenant, je peux même plus ouvrir la bouche sans que si, sans que ça, si jamais correct, il y a toujours quelque chose. Je pense que je suis faite pour pas avoir de mère. Peut-être que ta mère est faite pour pas avoir de fils. J'imagine que, aux yeux des gens, haïr sa mère, c'est un péché. Ils sont hypocrites quand même. Eux aussi, ils ont haï leur mère, c'est sûr. Ça a peut-être duré une seconde, ça a peut-être duré 1 an, peut-être que ça dure plus, peut-être que ça a été oublié, mais ils l'ont quand même fait. Le premier film de Xavier Dolan, J'ai tué ma mère, s'ouvre sur une scène de repas où un fils regarde sa mère manger une tartine de fromage. Si l'air exaspéré du héros donne le ton de leur relation, la manière dont est filmée en gros plan la bouche de la mère, les mouvements de ses lèvres, les bouts de fromage avalés ou la façon dont elle mâche, révèle parfaitement ce sentiment d'agacement, voire de dégoût que l'on peut éprouver pour quelqu'un de proche.
C'est quelque chose d'assez frappant d'ailleurs, ce dégoût pour une personne à laquelle on est attaché. Quiconque a vécu avec une autre personne que lui connaît forcément bien ce phénomène, cette ambiguïté de l'amour ou de l'amitié qui consiste à chérir totalement une personne, mais à en détester cependant certains traits. Ce n'est pas que l'attachement disparaît, c'est qu'il change de forme et s'attache justement moins à l'ensemble qu'à des points particuliers et souvent exaspérants. Une manière de manger, de respirer, de marcher, une manie à laisser traîner ses clés ou à n'aimer que les pattes, une habitude à laisser les lumières allumées ou à s'endormir devant la télé, peu importe. La cohabitation, et ça marche aussi avec ses amis, des colocataires ou ses enfants, a ceci de paradoxal. Parce qu'elle nous fait vivre tout le temps avec des personnes à part entière, elle nous les rend forcément invivables. Pourquoi ? Au début de notre mariage, je l'appelais Peggy Sage. Peggy parce qu'elle a un côté un peu anglo-saxon, comme ça, un peu réservé. Quand j'ai senti que ça commençait à aller mal, au lieu d'arranger les choses, je les ai aggravées parce que j'avais peur. On dirait une petite fille qui fait semblant d'être une femme. Alors vous vous rendez compte, être vierge à 20 ans, mais j'étais un anachronisme vivant, une vraie conne. Merci mademoiselle. Non, pas mademoiselle, madame. Christine! Pourquoi vivre avec d'autres que soi est-il invivable ? C'est une question que je me suis beaucoup posée depuis le début du confinement, cloîtré comme beaucoup, avec partenaires et enfants. Ce n'est pas qu'une question de corvée, d'espace ou de temps, c'est une question de présence. Ils sont toujours là, et ils sont toujours là non plus comme des personnes, mais avec leurs tics, leurs désirs, leurs rythmes et leurs besoins. Faire avec la manière de respirer de l'un, faire avec les affaires qui traînent de l'autre, faire avec leurs crises, c'est fou comme la cohabitation vient d'ailleurs à désincarner l'autre. Alors qu'il est tout le temps là, pleinement entièrement, il ne reste de lui qu'un agrégat de manies et d'habitudes avec lesquelles on doit composer. Tout comme il ne reste de moi d'ailleurs que des manies et des habitudes que j'impose aussi. Mais d'où vient donc ce paradoxe de la cohabitation qui, plus que de rendre la vie invivable, la dépouille de sa vie, la réduit à quelques traits, à des habitudes et des manies? La vie en solitaire serait-elle forcément mieux? Serait-elle forcément vivable? Serait-elle forcément viable? Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. Alors que j'en viens à me souvenir, avec une certaine émotion et une certaine nostalgie de mon studio d'étudiante, seule et tranquille avec moi-même, je ne crois pourtant pas que la vie en solitaire était vraiment meilleure. Certes, on pourrait croire que le problème vient de cette vie commune, qui tourne nécessairement à la routine, d'autant plus quand elle n'est pas la nôtre, quand elle nous aliène. Mais j'ai une autre hypothèse. Et si le problème de cette vie devenue invivable tenait non pas à l'autre et à ses manies, mais tout simplement à une réduction de la vie? Qu'il s'agisse d'habitude ou de tics, d'espace ou de temps, le problème est là, je crois, dans cette existence diminuée, recroquevillée, restreinte à quelques mécanismes. Voilà, la vie seule ou à plusieurs devient, je crois, invivable quand elle devient mécanique, automatique, un réflexe, quand elle devient en fait le contraire de la spontanéité. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions, confinement ou pas. Manon Delacelle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Clara de Giovanni, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Florent Bujon. Merci au CDM aussi, Centre de distribution des modulations de Radio France, qui a assuré cette liaison avec Céline Hervé. Merci à Éric Herson-Macarel pour la lecture des textes spinozistes. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette série sur Spinoza, après la liberté, lundi, hier, et l'état, aujourd'hui. Demain, ce sera la joie. Enfin, la joie spinoziste, qui n'est pas le bonheur, et dont la forme suprême est la béatitude, dont Spinoza nous livre le secret à la fin de l'éthique. Ça donne envie, alors rendez-vous demain matin en compagnie de Julie Henry. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours, télécharger, podcaster cette émission pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez, et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.